Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur les ondes du lycée Notre-Dame dans l'émission de la séquence Ciné Club diffusée par Radio Wallers. Donc moi, c'est Enzo Big, votre présentateur préféré. Je suis en classe de terminale où j'étudie les sciences et aujourd'hui je suis accompagné de Mathilde et de Amira. Bonjour. Donc comme tous les ans, on a un thème. Celui de cette année, c'est aimer en grand, ce qui va nous poser plusieurs questions. Que veut dire aimer? Y a-t-il différents amours? Faut-il craindre l'amour ou le rechercher? Autant de questions qui nous permettront d'aborder le film d'aujourd'hui, Agora, de Alessandro Amenábar. Alors Alejandro Amenábar, et c'est un réalisateur qui est né le 31 mars 1972 au Chili, à Santiago. C'est aussi, il est connu aussi pour être un producteur, un scénariste et aussi un compositeur de musique espagnol. Alejandro Amenábar marque un renouveau dans le cinéma espagnol dans les années 2000, en particulier dans le genre fantastique. Ce réalisateur va emprunter des codes du cinéma hollywoodien sans toutefois renoncer à un cinéma d'auteur. Les premiers films d'Alejandro Amenábar jouent sur l'illusion et le trompe-l'œil, le détournement aussi. Le réalisateur ici s'illustre dans différents genres, le thriller, l'anticipation, le fantasque, mais aussi le drame et en particulier ici c'est le genre historique avec Agora. Donc Mathilde, tu pourrais nous faire une présentation générale du film Agora, s'il te plaît Ouais, donc pour commencer, le film il se déroule au IVe siècle après Jésus-Christ, donc alors que l'Égypte est encore sous domination romaine. Donc ce film il se déroule à Alexandrie, alors qu'on a une révolte chrétienne qui s'enflamme. Donc Hypatie, c'est donc le personnage principal de ce film. Elle est une brillante philosophe qui est attachée au progrès de la science, qui dirige l'école d'Alexandrie. Donc elle, son objet d'étude, elle s'intéresse particulièrement au modèle géocentrique et elle enseigne donc les mathématiques à ses élèves. Parmi eux, il y a deux hommes qui se disputent son amour. Oreste, un élève païen promis à elle, et le jeune esclave Davus. Donc, le problème avec Davus, c'est que sa condition d'esclave va rendre Hypatie inaccessible pour lui. Donc, peu à peu, les chrétiens d'Alexandrie ils vont gagner en puissance. Les combats émergent dans la ville entre les chrétiens et les païens. C'est aussi avant tout un film sur la naissance, ou en tout cas l'émergence d'une religion dans le monde, le christianisme. Et on voit de manière très marquée les étapes de cette émergence. Vous pourriez m'en dire un petit peu plus ? Et c'est vrai que ce film, déjà, il est novateur dans ce domaine de la religion, puisque pour une fois, il y a des chrétiens qui persécutent. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et là, on a en fait un certain rejet. La religion, c'est le polythéisme, en fait, c'est ça ? Ouais, paganisme aussi. Le paganisme. Ce qui marque en fait une confrontation entre déjà deux croyances avant d'être une confrontation scientifique. Une sorte de cercle vicieux aussi, dans un sens où les violences s'enchaînent dans les deux camps, en quelque sorte. Quand on voit qu'il y a une violence qui est commise par les chrétiens sur une autre religion, cette violence se répercute et s'amplifie, ainsi de suite, jusqu'à venir à l'anéantissement d'une de ces religions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les principes un peu de la religion, de base, c'est quand même censé être l'amour, etc. Et là, on peut voir, il y a des scènes qui sont très marquantes, que vraiment, il y a cette violence qui prend le pas sur une religion qui est censée être vraiment basée sur la fraternité, etc. Par exemple, il y a une scène qui me vient comme ça, c'est un moment où il y a beaucoup de... Enfin, il y a des combats, c'est vraiment une guerre de religion qui est en train de se passer. Et on peut voir que Davius qui va crier « Je suis chrétien » et en même temps, il va vraiment être vraiment violent envers les autres religions et tout simplement faire des actes qui sont cruels. Donc on peut voir vraiment ce paradoxe de la religion dans ce film. Du coup, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a un certain paradoxe, mais pas seulement entre les différentes religions ou entre religion et violence,
mais aussi avec l'autre aspect de ce film qui est la science que Hypatie promeut et justement cet acte de croire, donc entre croire et savoir. Vous aviez des choses à me dire dessus aussi? Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Hypatie, c'est vraiment une scientifique dévouée, passionnée, qui n'a pas envie de se soumettre à une religion, de soumettre son esprit à une religion dans le sens où elle veut, il y a un moment, elle dit qu'elle ne veut pas, elle parle à un chrétien qui est donc qui ne veut pas remettre aussi en cause ses croyances, parce que le but d'une religion, c'est de croire. Et donc, ça s'appuie pas forcément sur des faits. Et donc, évidemment, ça s'oppose au thème de la science. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle veut pas, même si elle risque sa vie pour ne pas se convertir au christianisme ou à n'importe quelle religion, eh ben, elle va continuer jusqu'au bout pour pas que ça l'entrave dans son travail scientifique. Et puis aussi, ce qui est intéressant à noter d'un point de vue scientifique, mais ça peut être lié à la religion aussi, c'est le fait que quand elle va découvrir, grâce à ses travaux, que finalement la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas en forme de cercle parfait, mais en forme elliptique. Et donc ça vient du fait que c'est une scientifique qui rejette aussi ce qu'on avait dit lors des débats, qui rejette toute forme d'idées reçues, de préjugés, et elle sort du dogmatisme, et c'est ce qui va faire qu'il y aura... alors je ne sais pas si on veut parler... d'un rejet de l'ethnocentrisme, on peut évoquer ce terme, puisque finalement, se remettre en question, ça lui a permis, se remettre en question en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'être humaine, ça lui a permis tout simplement d'être plus efficace dans ses recherches, d'être plus sortir de son point de vue purement humain. Donc elle n'était pas du tout ennemie des chrétiens, c'était plutôt ses idées en quelque sorte qui étaient à l'encontre des textes et pas des chrétiens en eux-mêmes. Et pourtant elle s'est faite tirailler entre deux camps. Elle encore était rattachée à ses convictions, mais surtout justement son ami Oreste, entre son amour pour Hypatie et l'amour de sa religion. D'ailleurs c'est un personnage très intéressant si vous voulez en parler. Comme moi. Pardon. C'est pas comme ça. Ah ouais, non. Au reste. C'est intéressant parce que c'est un personnage politique, du coup il a une certaine responsabilité. Enfin, on voit comment la politique, à l'origine ils sont polythéistes, oui. Et donc ils doivent se convertir au christianisme. Comme un mouvement de mode en quelque sorte, ou d'obligation en tout cas. En fait, ouais, pour pas être rejeté par la population. Et du coup oui c'est intéressant parce qu'il doit renier il doit rejeter aussi bien ses croyances que les personnes qu'il aime comme Hypatie. Donc rejeter, je dirais pas ça, mais il doit en fait on peut le voir dans la scène où d'ailleurs, c'est aussi une réflexion sur la religion très intéressante. On peut voir un moment, c'est quelqu'un qui fait une messe, qui lit des textes, mais qui à un moment s'en détache pour justement justifier que les femmes, elles doivent être soumises. Il fait exprès justement pour mettre en porte-à-faux le reste à ce moment-là. Il déforme vraiment les écritures religieuses. Et on peut voir qu'à ce moment-là, tous les gens, les politiques, doivent se soumettre... affirmer leur conversion en vraiment se mettant à genoux devant les textes, etc. Et justement, lui, il va refuser parce que justement, le fait d'accepter cette déformation de la religion, ça mettrait Hypatie clairement en danger. En danger, oui, tout à fait. Donc, et c'est justement ce qui va l'amener à faire son choix entre elle et sa religion, le pays, son gouvernement, en fait. Oui, il y a aussi la thématique de la sorcière qui est aussi intéressante dans le film, dans le sens où quand une femme n'est pas soumise à quelque religion ou que une femme, entre guillemets, en sait beaucoup, on peut voir, Hypatie, elle a vraiment quand même pas mal de pouvoir, elle est assez influente auprès des politiques, etc. Elle est, entre guillemets, trop libre. Et forcément, dans ce film, on va voir que ça dérange et elle va être accusée vraiment de sorcellerie et elle va finir par en mourir. Donc,
on peut voir qu'il y a une réflexion aussi sur les femmes qui est intéressante dans ce film. D'ailleurs, pour revenir sur les femmes dans le film, cette scientifique-là, elle a été un peu éclipsée de l'histoire. Même aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler d'Hypatie. Je sais pas Alors si vous qu'elle a aviez eu déjà une entendu parler. Non, c'est vrai, alors jamais. que c'est quand même majeur. C'est des années avant les théories de l'héliocentrisme, etc. Elle a déjà... Pas non plus, mais c'est vrai qu'elle a fait des grands travaux pour ce qui est, en tout cas, du mouvement d'ellipse. Oui, et ça, puis, c'est vrai. Mais après- l'héliocentrisme avait déjà été abordé en tant que Oui, théorie. c'est vrai, mais elle va le réaffirmer et puis développer, c'est vrai, la théorie de l'ellipse. Ouais. Donc, intéressant de ce côté-là. Donc on n'en parle pas assez, c'est vrai. Mais Hypatie avait un père, c'est logique, qui a un rôle assez important dans le film, alors qu'on ne le voit pas forcément très longtemps. On ne voit qu'un début. D'ailleurs, il y a un moment qui m'a marqué personnellement, c'est quand il va bientôt disparaître parce qu'il a subi les émeutes contre les polythéistes, les païens, comme les chrétiens les appelaient. Malgré que le père d'Hypatie soit très peu présent, il a quand même un rôle décisif, puisque, en fait, pour moi, alors je parle de mon ressenti personnel, mais pour moi, le père, il incarne un peu la raison. Alors je m'explique, là où Hypatie, elle est entraînée dans sa fougue. Parce qu'en fait, le père, lui, il a conscience en fait du contexte sociopolitique dans lequel ils vivent, et du coup malgré parce que pour moi il soutient sa fille dans ses recherches, il est absolument pas contre, et il l'encourage, mais lui c'est vraiment une personne qui serait prêt à s'auto-censurer par peur d'un châtiment quelconque, ou bien d'avoir des sanctions politiques, quoi. Moi, j'ai trouvé que vraiment, le père, il encourageait vraiment sa fille à être libre. Par exemple, on peut voir qu'il ne la pousse pas du tout à se marier, parce qu'il sait très bien que se marier, ça voudrait dire abandonner la science, qui est rendre vraiment malheureuse. Et la rendre malheureuse, évidemment, puisque c'est vraiment sa raison de vivre. La science, elle est passionnée par ce qu'elle fait, voilà. Elle le dit elle-même, elle pourra mourir tranquille une fois qu'elle aura trouvé la solution à son problème. Donc, plus ou moins. C'est ce qu'elle le dit. À un oui, moment, mais dans sa fin, même si elle a trouvé la solution à son problème... c'est parce que c'est cruel. Parce que, sa mort est assez... oui. En fait, elle va devenir une certaine figure de martyr, clairement. Oui. Martyr... simplement en tant que figure scientifique, mais aussi en tant que femme, puisque elle va se faire lapider parce que elle est trop libre et qu'elle est insoumise sur la religion, etc. Moi, je voulais aussi aborder du fait que tout au long du film, progressivement, elle perd de plus en plus de contact et elle devient de plus en plus seule. Et ça, c'est justement au fur et à mesure de ses recherches. Il y a seulement son deuxième esclave, lui, qui était avec elle, qui restait avec elle tout au long de ses recherches. Mais c'est vrai qu'à la fin, elle meurt seule, et ça, c'était dans son but, la quête de vérité, la quête de science, en fait, en quelque sorte. On pourrait se demander si dans ce film, la quête de vérité, elle menait elle-même à la solitude pour tous les personnages, ou... Il va y avoir Oreste qui va faire une demande publique à Hypatie lors d'un de ses cours. Voilà, il me semble aussi, c'était lors d'un de ses cours. Et il y a aussi dans un théâtre aussi, quand il va jouer de la musique, etc. Oui. Donc publiquement, voilà. Et donc elle, vraiment, pendant un de ses cours, comme ça, elle va lui répondre, donc en lui donnant un mouchoir avec son sang menstruel, voilà. Donc vraiment, on voit vraiment qu'elle a vraiment pas du tout envie de se marier. C'est drôle, et il y a aussi un caractère avant-gardiste du coup qui s'en dégage, puisque franchement, une femme qui s'affirme comme ça dans une ère antique, avec le tabou absolu des règles, exactement. Ouais. Et ça rejoint cette idée de sorcière, parce qu'en fait, les femmes qui les règles historiquement ont toujours été mal vues. Les femmes étaient des sorcières, c'était vraiment très bizarre et vraiment repoussant. Et justement, le fait qu'elle utilise ça, son sang menstruel en tant que objet de répulsion, on peut dire ça, ça crée une forme d'autodérision qui est
assez intéressant à voir. Eh bien, merci à vous deux d'abord pour avoir fait cette émission, avoir participé aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de passer au mot de la fin. Mathilde, tu commences ? Ouais, pour vous, vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est vraiment le fait qu'on mette sous le devant de la scène l'histoire d'une femme, oubliée, une femme de science. Et rien que pour ça, il faut vraiment aller voir ce film. Ouais, c'est correct. En moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la fin. Une fin qui est digne de ce thème cette année, Aimer en grand, puisque, alors on vous l'a dit tout au long de l'émission, mais en fait, tout du long du film, Hypatie va être considérée comme une sorcière, et c'est vraiment pour ça qu'elle va mourir à la fin, lapidée par les chrétiens. Dans toute cette terreur, parce que la scène elle est vraiment horrible à voir, dans toute cette terreur, il y a ce personnage, Davius, qui je rappelle était un esclave, va va mettre sa main sur sa bouche, l'étouffer, afin qu'elle ne puisse pas ressentir en fait les coups, la douleur des jets de coups en fait. Avec exactement. Moins de douleur. C'est ça. Et en fait, c'est malgré le caractère horrible de la scène, ça reste quand même quelque chose qui prouve l'amour. En bien comme en mal. En bien comme en mal, exactement. Il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc moi, si je devais conclure sur quelque chose, en tout cas un point qui m'a marqué dans le film, c'est surtout un personnage, celui d'Oreste, que j'ai adoré, tout en contraste, qu'on a vu évoluer, partir d'un personnage immature jusqu'à le maître d'une cité. Un personnage que j'ai adoré. Et charismatique. Charismatique, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi la dimension qu'il soit resté un humain, qu'il soit resté simple, qui se laisse parfois dicter par ses sentiments, pour son amour, pour sa peur, par beaucoup d'autres sentiments. Et c'est un personnage que j'ai adoré pour toutes ces nuances, quoi. Donc il est temps de finir notre émission. Encore merci au Radio Club de Wallers pour nous diffuser aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est la vie, mais la vie n'est pas un film. Alors vivez-la pleinement.